Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être si nombreux. Je remercie Jean-Claude, celui qui m'a précédé. Ce que je peux parler, c'est que du travail que j'ai fait quand j'étais guide à Mastigouche. Être guide à Mastigouche, là, vous voyez, il y en a un ici en bas. Le guide est en train de nettoyer sa truite. C'est probablement pour préparer le dîner. Ce qui peut vous intéresser, c'est que les déchets de truite sont jetés dans l'eau plutôt que dans la forêt, parce que dans la forêt, il y a toujours le risque des ours, attirer des ours, des animaux sauvages. Puis ça, on va souvent manger au même endroit. Donc, tu veux pas que ce soit un rendez-vous des animaux sauvages. Fait que tu jettes ça dans l'eau, tu es certain que le huard ou certains animaux aquatiques vont se débarrasser des déchets qu'on va laisser. Puis ça fait plus propre alentour. C'est quel lac, ça? Ça, c'est probablement le Smith. C'est un petit lac, petite truite, assez nombreuse, facile à dîner. Une équipe, on s'arrange pour le groupe de guides. Ce que vous voyez, c'est un guide, là, mais habituellement, il y a une poêlon là-dedans, dans la pince de son canot. Il y a aussi une chaudière pour faire le café. Il y a son imperméable. Tout ça, c'est caché, puis probablement une ligne supplémentaire pour le pêcheur, les 2 avirons, des allumettes dans ses poches pour le feu. Est-ce qu'il y avait du nord salé ou... Oui, je vais vous expliquer, c'est que habituellement, quand on part pour une journée seulement, il y a les filles du club, soit de la buanderie ou de la cuisine, vont préparer un panier pour 2 personnes, toi et l'Américain que tu guides. Il faut dire que si il y a 4 Américains qui sortent, il y a 4 guides. Les 4 guides ont, ensemble, on a 4 poêlons, puis 4 chaudières à café. Pour faire, oui. Jean-Louis, dans le temps, y avait-il une limite de possession? La limite de possession du temps était 25 truites par personne par jour. Ça vous donne une idée qu'on manquait pas de poissons. Ouais. Ça a baissé depuis ce temps-là. Un nettoie les poissons, l'autre va faire le feu, l'autre va sortir, déballer les œufs, parce que souvent, on emmène, comme monsieur demandait, là, du lard salé. Mais le lard salé, il faut qu'il soit dessalé sur place. Ça veut dire qu'on fait bouillir le lard salé dans une des poêlons pour enlever le sel, jeter l'eau, puis ensuite on retranche la pièce de lard salé pour faire du jus, de l'huile pour cuire notre poisson, le poisson qui a été pêché dans la journée. Si vous avez déjà fait cuire des truites dans une poêlon, puis ça fait 20 minutes qu'il était vivant, cette truite-là, on s'aperçoit qu'ils ont tendance à se recroqueviller. Ça vient tout croche. Il y a une méthode. Faut un coup que ta truite est nettoyée, tu l'ouvres, puis tu y présentes les reins de ta truite, puis c'est ça que tu écrases dans ta poêlon avec de l'huile bouillante, puis ça va cautériser tout le poisson en entier, puis il va garder sa forme de poisson. Puis une des choses à ne pas faire, j'ai vu dernièrement sur Internet des pêcheurs, ils avaient enlevé la tête. Tu n'enlèves pas la tête d'une truite que tu viens de capturer parce que ça enlève de l'élégance au poisson, puis il y a de l'air plus petit, puis il y a un membre qui manque. C'est ça. On fait cuire les œufs dans une des poêlons. On fait cuire les œufs pour ceux qui veulent avoir dans la poêlon, mais souvent, les œufs cuits sont faits en premier. On se sert
On les cuit 10 minutes à l'eau bouillante. Et puis, on enlève les œufs dans la chaudière, puis on garde l'eau chaude pour faire le café. Parce que c'est précieux, en camping, c'est précieux de l'eau chaude. Fait qu'on sert de l'eau des œufs pour faire le café. Ensuite, ça prend du sel, du poivre, des desserts. Souvent, nous, on demandait, avec le pain, on demandait de la mélasse. Les Américains demandaient des confitures. Les victoires que tu parles, tout ça, il y avait des fournisseurs qui allaient porter ça au club? Ou... Ça, c'est tout ce que tu transportes dans ta journée et dans ton panier. Ça veut dire que tu as ton canot sur la tête, comme on a vu tout à l'heure, là. Et puis, il y a aussi... mais ça, c'est seulement si on va dîner puis retourner au club le soir. Mais ça arrive très souvent parce que plus... Comment je dirais ça? Plus la personne est âgée, moins il va aller loin. Les jeunes en pleine capacité, ben eux autres, ils vont faire le tour du club dans 4-5 jours. On appelle ça des trotteurs. Si vous avez des personnes âgées, ben c'est ça, c'est le panier, puis on retourne au club le soir. La photo d'à côté, c'est le petit dans le milieu, c'est moi, d'âge préscolaire. Mon père et ma mère étaient cuisiniers pour les guides. Être cuisinier pour les guides, ça veut dire que il y avait 2 cuisines au club. Une pour les Américains, puis une cuisine différente pour les guides. Les guides vont manger de la grosse nourriture. Moi, je connais plus le style de guide. Pour les guides, c'est de grosse nourriture, le matin des fèves au lard, du bacon, du lard salé, de quoi pour un gars qui va porter toute la journée, qui va travailler toute la journée, c'est plus consistant que ce que les Américains peuvent manger. Du côté des Américains, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'ils mangent parce que c'était pas mon domaine, puis c'était réservé aux chefs qui faisaient la cuisine pour les Américains. Ils faisaient venir souvent un chef de Montréal, un chef cuisinier. C'est de là que l'expression, c'est de là l'expression que les Américains ont un chef, puis les guides canadiens-français ont un cook. Quel était le pesanteur du canot ainsi que l'anneau? Moi, je dirais que le canot, ça pouvait aller jusqu'à 70 livres. Facilement. Merci. Puis ça, c'est un canot qui est sec. Un canot mouillé, si on s'est baigné avec, puis on l'a mouillé, il va approcher le 100 livres facilement. Parce que faut dire que c'est des canots pour 2, mais il faut qu'il y ait une certaine distance entre le guide puis l'Américain, parce que l'Américain est assis dans le fond du canot, mais en face de toi. Puis il y a les jambes dans le fond du canot. Toi, t'es à genoux, mis à genoux, mis assis sur le siège. Ça prend un gars qui est assez connaissant dans le canot pour complètement, puis qui vente pas non plus. S'il vente, ben là, tu vas te mettre à genoux, un genou chaque côté du canot pour le ballon, puis aller contre le vent, puis ainsi de suite. L'ancienne que M. Robert a parlé tout à l'heure, c'est la première bâtisse qui a été construite par le club. C'est en 1920, jusqu'en 1925 que cette bâtisse-là a duré, parce qu'en 1925, elle est passée au feu. C'était le problème. Je vois pas une grosse cheminée non plus. Probablement qu'il y en avait, mais on la voit pas, à moins que ce soit un petit peu ici, là. Mais d'habitude, ça doit dépasser un petit peu plus. C'est
c'est le système de chauffage de ces camps-là qui est difficile. Surtout l'éclairage, les lampes à l'huile, ça, c'est quasiment mortel. C'est probablement pour ça que ça passe au feu. Je me souviens, dans la nouvelle bâtisse qu'ils ont construit au club aujourd'hui, ça a brûlé en 25, ça veut dire que celle du club aurait 99 ans. C'est les lampes à l'huile, c'est que si ça chauffe trop, ça boucane. Si ça chauffe pas assez, ça éclaire pas. Si tu fais pas attention, ben ça met le feu. Puis je me suis déjà ramassé, puis il y avait un anse, après ça, tu peux y sortir, mais elle était en flamme, celle que j'ai sortie. Mais ça aurait pu arriver, tu sais, c'était le danger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, autant que possible, dans le club, ils ont installé de l'électricité, le chauffage. Le chauffage de ces camps-là, c'était surtout avec des foyers. Chacun, il y avait de l'éclairage, c'était aux lampes à l'huile, mais les foyers, c'était fait avec des pierres. Puis c'est drôle, hein, ça m'a toujours influencé, ça, ces foyers-là. Assez que j'ai appris comment faire des foyers, mais j'ai jamais été capable de tailler la pierre comme les messieurs le faisaient, là. Puis, je sais pas s'il y avait la vraie technique de l'intérieur du foyer, mais c'est assez compliqué, là. Faut qu'il y ait un retour, puis faut pas que ça boucane non plus. Pas juste un tuyau là qui envoie toute la chaleur dehors. C'est ce qui fait que la grosse majorité de ces foyers-là, ils peuvent chauffer une corde de bois par jour ou par semaine. Puis la chaleur, il fait chaud alentour du foyer, mais le restant de la pièce, c'est pas un chauffage central. Mais aussi, je pense que nos vieux avaient une technique un peu spéciale parce que ces foyers-là, au club, ils ont une centaine d'années, puis ils sont encore bien solides, bien forts. Même si la qualité du chauffage n'est pas extraordinaire, la méthode de faire le ciment ou ce qui servait pour ramasser les pierres ensemble, souder les pierres ensemble, était assez bonne. Moi, je me souviens d'avoir fait un foyer chez nous, puis 20 ans après, ce qui dépassait le ciment que j'avais acheté chez Rona, il était à refaire. Il y avait des techniques pas mal spéciales. Bon, ça, c'est le fameux camp des guides. Ça vous donne la quantité de guides qui étaient au repos cette journée-là pour la photo. Il y en avait probablement autant sur le lac en train de pêcher. Au début, par les vieilles photos, on s'aperçoit que il y avait un habit semblable. Probablement que dans les premières années, ils ont fait faire des espèces d'uniformes. Puis je me souviens que mes ancêtres, parce que mon grand-père a travaillé là, mon père a travaillé là, en fait, il a rencontré ma mère là, j'ai travaillé là, puis mes filles ont travaillé au club. Tu sais, c'est des affaires de 4 générations. Fait que, probablement que je pourrais pas vous conter toute l'histoire du club, mais ça a été un bien qu'il y ait des Américains qui soient venus ici à Mandeville, à Saint-Charles-de-Mandeville dans le temps, puis qu'il y ait eu un club parce que ils sont à l'origine de la construction de la Birchwood. Ça serait long à compter, mais à un moment donné, dans les années 30, le curé, il a demandé aux Américains, écoute, là, des Américains, ceux qui venaient là, c'était pas des quêteux, c'était des membres du club. Il fallait qu'ils soient, dans le temps, c'est ce qu'on me disait, il fallait qu'il y ait une chaise à la bourse de New York
un siège à la Bourse de New York. Moi, je n'ai jamais eu de siège à la Bourse de New York parce que ça vous donne une idée, là, tu sais, que c'était pas des quêteux qui venaient ici. Puis probablement plus loin, je vous montrerai des photos de personnages, là. Mais pour les guides... Peux-tu donner un petit peu de détails sur comment ça se passait dans cette cabane-là, mettons? Que ça avait de l'air, c'est dans quoi tu dormais? Ben oui, il y avait c'était des chambres avec des lits simples à 2 étages, lits simples, avec des portes d'hôtel, là, tu sais, qui est facile c'est l'intimité relative. Je me souviens que les Américains avaient demandé au patron des guides de faire installer des douches parce que il y avait des Américains qui trouvaient que certains guides sentaient le guide. C'est quoi un guide? Non, mais tu sais, ça vous donne une idée, ça, que qui c'est que le gars qui transporte le canot, puis qu'il fait une journée assez chaude, puis qu'il est dans les mouches, puis il a un panier à traîner en plus de son sac. C'est ça, c'est lui qui travaillait. Puis parce que nous autres, on a un paquet de lacs. On avait le club avait un paquet de lacs, 70. On disait toujours 100 lacs, mais c'était pas 100 lacs. Mais on avait une bonne quantité de lacs. Puis pour aller d'un lac à l'autre, il y avait des trails, un sentier qu'on appelle, là. Et puis tu ramais jusqu'au bout du lac, tu prenais le sentier. Eux autres, ils notaient ça dans le livre. C'était pas en distance, ou en kilomètres, ou en milles, c'était en minutes. Puis c'était toujours le nombre de minutes qu'une femme en robe, parce qu'il y en avait encore qui avaient les premières qui sont venues ici, ils se promenaient dans le bois en robe, puis à un moment donné, il y avait un chicot dans le milieu de la trail, puis il était obligé d'enjamber le chicot, puis là, elle a une grande robe jusqu'à terre, elle est obligée de la déboutonner un peu de ce bord-là, puis un peu de ce bord-là, la relever. Puis, tu sais, c'est des choses que je vous conte, là. Je l'ai pas vécu personnellement, mais c'est des récits que les Américains ont laissés, puis que ils sont comme M. Robert, sont dans ma tête un peu, là. Mais pour en revenir au guide, je sais qu'à un moment donné, il lui donnait une chemise toute pareille, et puis il donnait une banane. Tu sais, là, ce qu'ils ont dans l'armée, le fameux V, là, qu'on appelle une banane, là, puis que tu pouvais coudre ça sur ta chemise. Quand tu avais 5 ans de guidage, tu avais une banane. Si tu avais 10 ans de guidage, tu avais... c'est ça. C'est quoi qui couchait? Coucher? Oui. Là, c'était des lits c'était des lits des springs, là, tu sais, puis avec un matelot, là, quand je suis allé, du moins. C'était pas intime, en tout cas. Pardon? Les couvertures. Les couvertures, tu dois savoir quelque chose, parce que c'était elle qui l'avait. Elle travaillait à la buanderie. C'était des couvertures de laine. Fait que quand il fait chaud, puis que t'as juste une couverture de laine pour t'habiller, pour que les maringouins te courent après, c'est pour ça que tu sens le guide. Toi, t'avais combien de bananes? Dans mon temps, on les comptait pas, les bananes. Puis je n'ai pas travaillé assez longtemps non plus pour en avoir une, là. J'ai été chanceux parce que ça fait déjà 54 ans hein, que c'est terminé, ça, ce club-là. Il y en a encore des guides qui sont vivants et qui pourraient vous en compter probablement. Mais je pense pas qu'il y en ait ici là, à date. Là. Ça, c'est une photo, c'est fou, hein? Mais c'est une photo qui est très, très ancienne, puis qui est floue, puis par la silhouette, on peut dire qui c'était. Celui-là, là, je suis persuadé que c'était Hervé Hainaut qui est dans...
Puis celui-là, c'est Régis Arsenault. Par les chapeaux, tu sais, chacun avait son style pour être reconnu. Puis là, tu t'aperçois que l'Américaine qui est assise dans le canot, elle est face en avant. Elle n'est pas assise face à son guide. Ça veut dire que tu ne vas pas pêcher. Tu t'en vas plus loin, tu vas aller plus loin, puis tu pêcheras pas sur ce lac-là. Pourquoi? Ben, parce que probablement que la bonne pêche est dans l'autre lac, plus loin. C'est pour ça c'est juste pour se déplacer, ça. C'est au lac de la Chute, ça. C'est au lac de la Chute, ça. Tu sais, le lac est en face de chez vous. Tu dis, on va aller pêcher, on va aller à Grosse-Roche, on va aller au lac de la Croix, on va aller à un autre lac, là. Mais c'est plus pour se déplacer. Juste la manière que la personne est placée dans le canot. Ça, c'est un photographe qui était venu de New York, un monsieur Meek. Je pense qu'on l'a l'original à notre bureau. Et puis l'auteur de la photo est là. Mais tu sais, c'est une bonne photo. Puis ils ont arrangé ça pour voir un peu les guides, comment ça fonctionnait. Mais c'est comme ça. Tu sais, le gars, il part avec ses 2 enfants, ou 3, ou 4, puis sa femme, puis c'est un canot par personne. Le petit, là, il va avoir son canot, son guide. Moi, je me souviens, il y en avait un jeune, il disait, va-t'en à l'autre bout du lac. Mais je m'en allais à l'autre bout du lac. Son père s'en est aperçu. À un moment donné, il nous voyait, il dit, hey, là, viens-t'en ici, toi, là, tu sais. C'est à ton américain, là, tu sais. Dans ce temps-là, ils venaient pour nos truites. Plus tard, ils vont venir pour notre roue. Ça, c'est probablement au Monroe, la famille Haynes. Il y avait tout chacun un petit système pour reconnaître le canot, tu sais, de loin, là. Ou soit les couleurs ou un dessin. La famille est venue, les jeunes. Puis là, on reconnaît 2 guides d'ici, là. Lionel Saint-Jean, petit Albert, Ouais. Desjardins. Albert Desjardins. Je vois que les 2 guides, ils commencent à avoir le voyage, là. Tu sais, ils sont assis, puis ils sont contents d'être arrivés. Ils sentent le guide. Ouais. Non, c'est ça qu'on ne changerait pas de guide, là. On ne changerait pas de chevaux, là. Ça, c'est M. Mink, le président du club. On va essayer là. M. Mink, le président du club, puis Hervé Hainaut encore. Hervé, fidèle à lui-même, il est content des truites qu'on vient de prendre. Puis là, il montre ça à son boss. Puis sa femme, à lui, elle veut faire une photo. Mais, tel que je connais M. Meek, Sam, il dit, tu veux pas me faire photographier avec des petites truites comme ça, là, tu sais? Il est comme dépité, là, tu sais. T'as pas son goût, ces petites truites-là. Il aurait voulu être des affaires comme ça. Puis souvent, dans les lacs qu'on pêchait, nous autres, avec des mouches, là, on parlait des salives tout à l'heure, mais des salives tout à l'heure, là, tu n'as pas tous les jours. Là. On avait beaucoup plus souvent des petites truites, là, de 1 livre, 1 livre et demi, là. Bon, ça, c'est qu'à un moment donné, on a eu de la visite au club. En 1960, le prince Philippe, il a été invité par VCH, un gars, un des rares maintenant, dans ces années-là, un des rares membres de club canadien VCH. Je ne sais pas si on a la photo de... tu l'as plus loin. Il avait réussi à faire venir le prince Philippe au club Mastigo, que je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je ne suis pas pour la royauté, mais quand tu envoies un passer, ben, tu y parles. Tu sais, là, tu le regardes, comment ça mange de la même manière que nous autres, là.
Puis le gars était bien content. Puis Albert, il y a que de bons mots à dire. Albert Morin, ceux qui l'ont connu, là. Il y avait que des bons mots à dire parce que il dit, le prince Philippe, il dit, Albert, tu fais à peu près le plus beau métier au monde. Tu fais à peu près le plus beau métier au monde. Mais j'aimerais ça le faire. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont changé de place. Le prince Philippe a pris l'aviron. Il a dit à Albert, tu t'assois puis tu vas pêcher. Et puis c'était une photo qu'un Américain a prise. Mais tu sais, c'est l'histoire d'une vie, ça là. C'est pas n'importe qui. Celui qui rentre, c'est le prince. Oui. C'est le prince Philippe. Tu peux remarquer ça par son chapeau. Tu sais, les chapeaux anglais, là, plates, là, en laine, là. Albert Martel, Doré Brûlé. C'est 2 guides, ça, là. Si l'heure du lunch, il est en train de manger un sandwich, ça veut dire que ils n'ont pas perdu de temps à faire des gros lunchs, là. Ils sont probablement avec des trotteurs, puis on ne perdra pas de temps pour dîner. On va emmener des sandwichs pour le premier. Puis ça, c'est entre deux portages. Ils sont en train de se reposer, là, manger des sandwichs. Puis là, on voit ici, on l'a gardé, celle-là, je pense que c'est Jean-Claude qui a eu la photo. C'est le monsieur, il y a une cope. Tout à l'heure, vous avez eu une démonstration de cope à l'intérieur. C'était la mode. La moitié des guides qui sont allés guidés dans le bois, ils ont appris comment gosser des copes. Et puis, vois-tu, il est fier, il a sa cope. Si tu as soif, tu es dans le milieu du lac, c'est pas bien long, il y a 2 manières que tu peux boire. C'est soit avec ta cope ou avec ton aviron. Puis souvent, si tu veux pas te mouiller, ben tu prends ta cope. Vous savez comment on fait avec un aviron? Non. Tu la sautes dans l'eau, puis tu bois ce qui coule au-dessus, mais ça, souvent, ça mouille un peu, là, tu sais. Ouais. Mais on voit que Doré, puis ceux qui ont connu Doré, là, c'était pas moi qui était un homme, là. Puis celui-là non plus. Et puis, ils sont au repos, là. Oh, la belle pêche. Ça c'est l'histoire de la première pêche du lac Vison. Aujourd'hui, ceux qui connaissent le Vison, mais dans ce temps-là, c'était le Noël, puis c'était un lac de tête. C'est une histoire, il faut que je vous la conte, là. Le lac Noël, parmi tous les lacs autour, il y en a un qui est pas productif. C'est le lac Noël. Il n'y a pas de poisson dedans. Parce que c'est un lac de tête. Et puis, habituellement, ça prend une source qui monte dans le lac. Mais lui, il se vide. Il se vide dans le PG, ou le lac Lys aujourd'hui. Puis le lac Lys déverse dans la rivière. S'il y a assez de pente pour la truite qu'elle puisse monter, elle va se rendre au lac Vison. Mais il y a une place que je connais à part de ça, pas bien loin du lac Lys, où la dénivellation fait que la truite ne peut pas remonter. Ça veut dire que ce lac-là, il n'y a pas de truite dedans. On pense que nous autres, là, dans notre tête, que tous les lacs, ils ont de la truite. Ils ont de la truite parce qu'ils l'ont pris ailleurs. Mais ceux qui n'avaient pas de truite à l'origine, ils n'ont tout simplement pas. Puis ça, le lac Vison, ça chicote les Américains parce que il semblerait qu'il y aurait plusieurs lacs qui n'aient pas de truite dedans. Dans durant la Première Guerre mondiale, 1917, M. Robert me corrigera si j'ai tort,
les Américains font venir de la rivière aux Écorces une famille, les Elliott, qui ont eu à Saint-Alexis-des-Monts la pisciculture bien des années. Mais là, ils font venir la famille au complet au club. Ils établissent au lac de la Roche une pisciculture qui va durer plusieurs années pour ensemencer les lacs. Aujourd'hui, s'il y a de la truite, c'est probablement de l'ensemencement, une grosse partie en tout cas, qui viennent de Saint-Zénon, Lac-Bouteille. Parce que les personnes, les vieux guides ont compté qu'ils partaient du club ici, puis ils montaient à Saint-Zénon par en travers, ils allaient chercher des truites au Lac-Bouteille, ils stripaient les œufs, ils vidaient les truites de leurs œufs l'automne, mettaient ça dans des sacs ou des contenants hermétiques, puis ils ramenaient ça au club. Mais entre-temps, quand ils trouvaient une source, il fallait qu'ils rajoutent de l'eau pour l'oxygéner, puis ainsi de suite. Mais ça, c'est... Puis, le directeur, il envoie... OK, ils font des ensemencements. La pisciculture, Elliott, ensemence le lac Vison par des guides. Mais ça donne rien. T'es 4 ans, 5 ans, le lac, tu passes dessus, rien donne. Rien, mais pas à peu près. Là, les Américains commencent à penser, hey, les guides, là, si je les connais, ils ont détourné la rivière, fumé une pipe, vidé les canisses de poissons à l'eau, puis ils sont revenus le soir, puis... Tu sais, le doute est sur les guides. 5 ans plus tard, on s'aperçoit que les Américains, ils sont pas seulement membres de Mastigouche, parce qu'ils décident de traverser le lac Vison puis d'aller pêcher le Cataway. Le Cataway appartient au Saint-Bernard. Ça veut dire que ces membres-là, ils sont membres du Saint-Bernard puis du Mastigouche en même temps. Toujours qui passe sur le Vison, puis il y en a un qui entend plouf, une truite qui vient de sauter. Ah ben, il n'y a pas de truite, là, il n'est pas supposé de la truite. Les guides ça n'a pas marché notre affaire. Ça n'a pas marché. Pour s'amuser, les Américains, cette journée-là, ils prennent une 4 livres, une 5 livres, une 5 livres et 3 quarts, 4 livres et demi, 5 livres et 3 quarts, 5 livres et quart, 4 livres et 3 quarts, 4 livres. 39 livres de poisson. Les deux, Mitchell puis French. French, là, c'est celui qui a payé pour faire bâtir la Birchwood. Ils sont contents, mon vieux, ils ne croient pas. C'est le paradis terrestre, la Saint-Livre, là, est rare. C'est parce que ce lac-là, il est plein de nourriture, mais il n'y a pas de poissons dedans. Puis ces poissons-là, quand ils sont tombés là-dedans, ben, ils sont devenus obèses. C'est la vraie belle truite, là. Tu sais, là, quand tu es capable, là, ils ont dit, ça, faut éterniser ça. Éterniser ça? Comment? Rendre ça éternel. OK, je me sers de ça. Son caméra, 35 mm, là, il pogne ça, puis il donne ça au guide. Le guide a jamais vu ou utilisé une caméra, une 35 mm, c'est un guide. On transporte pas de caméra, nous autres. Il se place tous les deux en arrière, là. Il voit les truites, puis coupe la tête des gars. Non, mais tu sais. Mais après ça, là, pour faire une histoire courte, par après ça, au Noël, ils ont bâti un camp
un grand camp là, qui appelle et puis le Mick, il a eu son camp à lui. Puis on s'aperçoit qu'il y en avait d'autres parce qu'il y a encore des cheminées dans le bois. De montant, il y avait des cheminées dans le bois, puis de camps. Là. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des camps. Dans les années 1917, ça a commencé. Là. Ça, c'était une pêche que moi et Lorraine, on a fait dans le parc. Mais c'est plutôt récent. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer que nos truites sont moins belles que ceux qui ont pris au Noël. Mais tu sais, c'est encore plaisant de prendre une truite d'une livre et demie. Tu avais-tu à quel lac? Non, j'essaie de l'oublier. Non, mais j'aimerais ça qu'on se souvienne, parce que Lorraine, il faut vous conter ça, là. C'est que le lac qu'on va, ça mord, mais c'est pas extraordinaire. Puis, elle me dit, il y a une petite baie, là. Pourquoi tu vas pas là? Ben, j'ai dit, il y a de l'herbe, là, puis avec la chaloupe. Aujourd'hui, c'est de la chaloupe, puis en tout cas, toutes les raisons sont bonnes. Ça me tente pas d'aller dans ce baie-là. Elle a fini par me décider à aller dans ce bord-là. Je traverse la partie des joncs. C'est plus dur, tu pousses un peu. Mais l'autre bord, c'est une petite baie, là. Puis la truite, elle est comme prisonnière là-dedans, mon vieux. Pouf, pouf, pouf. Hey, tu sais, c'est pas bien long, ça va faire un quart d'heure, là, puis tu sors ça, puis tu dis, hey, m'en va chez nous, mon quand t'as pris, là. Je sais pas trop si c'est pas le lac Fox ou quelque chose de même. Ouais, ça, c'était la cuisine. Comme je vous disais, les Américains, c'est plus... C'est un chef. C'est un chef. Eux autres, là, il y avait... tu prends le chapeau, puis... c'était complètement différent de chez nous. Ma maman, elle cuisinait, puis elle disait, les guides, ça mange. Parce que elle se souvient qu'elle était obligée, elle faisait les tartes au raisin sec. Je sais pas si vous connaissez ça, mais raisin sec, une tarte au raisin sec. Puis elle dit, il y a des guides qui prennent une tarte au complet comme dessert. Fait qu'il fallait que t'en fasses. Les gars, ils travaillaient toute la journée, il fallait qu'ils mangent. Ils mangeaient-tu de la truite aussi rendue à l'auberge ou ils en mangeaient tout? Non, la truite, t'as faite pour les Américains, t'as pas faite pour les guides. Ah, mais mettons, là, c'est un chef des Américains, mais lui, cuisinait-tu de la truite ou c'était vraiment de la bouffe un peu plus fancy? Ah, ils faisaient de la truite parce que les Américains veulent souvent manger leur truite. Ils vont là pour ça, mais il y avait d'autres mets que de la truite. Maintenant, si tu passes un mois de temps au club, tu mangeras pas 30 midis de truite. Tu sais, là, il y avait d'autres choses conventionnelles, là, ce que les Américains mangent. Pas. C'est vous autres qui l'avez dit, là. Ça, c'est encore une photo que le monsieur Meek, le photographe, a posée dans un des chalets. Ils ont équipé une table avec beaucoup de nourriture, ce qui est fort peu probable. C'était probablement pour la photo. Parce qu'habituellement, ils pouvaient grignoter un peu au chalet, mais ils déjeunaient, et ils dînaient puis ils soupaient à la grande maison, aux tables par le chef, là. C'était probablement... Eux autres n'ont pas que fait du café, là. Pour la publicité, ça. Ouais, je pense, là. Ah, ça, c'est VCH. Ça, c'est notre prince. VCH, je vous ai dit tout à l'heure que c'était le seul du temps, un des seuls, en tout cas, il y en avait peut-être 2, 3, là, 2 de Toronto puis un de Montréal, qui étaient encore membres du club Mastigouche, mais c'était rare. Là, ils ont pris une photo. Faut vous conter ça aussi. Le prince a été 3 jours, je pense, au club. Et puis, il est allé
au Monroe, au Noël, au petit William. Et puis je me souviens que mon oncle Patrick puis ma tante Emma étaient cuisiniers, eux autres, au petit William. Puis VCH avait dit, ou les Américains avaient dit aux cuisiniers, à ma tante puis à mon oncle, ils ont dit ce qu'il aime bien, là, le prince, là, c'est des côtelettes d'agneau cuits sur le poêle. Nous autres, des côtelettes d'agneau cuits sur le poêle, on connaît ça, on connaît pas ça. Mais ils ont décidé d'en cuire pareil. Je sais pas si vous le savez, mais des côtelettes d'agneau cuits sur le poêle avec de l'huile, ça fait de la boucane. C'est comme si le feu était pris dans le camp. Puis là, le prince qui arrive, mon vieux, puis les cuisiniers sont tous désolés que le camp est plein de fumée. C'était une joke, ça, là, pour bien longtemps, là. C'est que... Puis l'autre histoire, c'est que après que le prince Philippe était parti du Noël, mettons, l'Américaine avait ouvert la gardienne du Noël, puis elle a dit, écoute, le prince Philippe, là, il a couché dans ce lit-là. Défallez pas, lave-les pas. Moi, je veux coucher dans le lit que le prince Philippe a couché. Tu sais, des jokes comme ça que les guides peuvent rapporter, là. Mais c'était fait qu'on s'imagine que l'Américaine est allée chez elle et a dit, moi, j'ai couché dans le lit du prince Philippe. Ça, c'est la première Birchwood. Ben là, probablement, vous connaissez toute l'histoire de la Birchwood. Je pense que c'était nécessaire de parler que en 1930, le curé avait écrit une lettre à Albert French, le fameux pêcheur, pensant qu'il était maire, qu'il était directeur du club. Il n'était pas directeur, mais c'était un homme d'affaires. Puis, plutôt que les Américains donnent de l'argent à la paroisse, ils ont décidé de bâtir une usine. Puis pour bâtir l'usine, il a demandé aux membres, il a dit, ça nous prend 25 000 $. 25 000 $ dans ce temps-là, c'était de l'argent. Quand, en disant, écoutez, là, vous compterez pas d'histoire, là, 25 000 $ à 100 $ de la part, il a demandé aux Américains. Puis ils les ont eus. Puis ils ont dit, si on veut bâtir une usine, les Américains sont allés chercher l'usine à Saint-Alexis-des-Monts de Joe McMurray. Mais le fun de ça, c'est que cette usine-là venait de Saint-Charles. Exact. T'as raison. Comment il s'appelait le gars à Saint-Charles? Jackson. Joseph Jackson. Qui a vendu au Bergeron. Qui a vendu au... Mais l'usine a été rendue à Saint-Alexis-des-Monts. Ils l'ont ramenée à Saint-Charles. Puis ça, c'est la première usine qu'ils ont construite. Fait que ça vous donne une idée. Les Américains ils ont dit, parce que c'est tout, il y a toujours une histoire, pourquoi qu'on fait ci, pourquoi qu'on fait ça. Il y avait eu un feu de forêt en haut qui avait détruit une grosse partie de la forêt, puis qui faisait que les Canadiens français, ils s'en allaient vers l'ouest, ou ben non, ils s'en allaient aux États, travailler dans un shop de coton, là, dans une manufacture de coton. Je le sais, mon grand-père, puis mon père, puis ses frères sont partis aux États. Éventuellement, ils sont revenus, mais les filles sont restées là-bas. C'est pour ça qu'on a de la parenté aux États, nous autres, là. Je sais pas, ils ont dit, si on veut garder des guides, ça n'aide rien, mais ça prenait des guides, ça prenait des femmes qui travaillaient aux tables, ça prenait des femmes qui faisaient le nettoyage, qui faisaient la buanderie, il y avait quasiment autant de femmes que d'hommes, même qui faisaient venir des vaches en haut.
pour le lait, pour la crème, pour faire la crème glacée avec une sorbetière. Comment on appelle ça pour faire la crème glacée, là? Sorbetière. En tout cas, on faisait de la crème à glace, là. Et puis, ça donnait du gagne. L'idée, c'était de garder les guides à l'ouvrage, parce qu'il y avait une entente entre la Birchwood puis le Mastigouche. C'est que, en temps de pêche, tu prenais des personnes qui travaillaient à Birchwood, puis tu les envoyais guider. C'était eux autres le propriétaire de l'usine. Vois-tu, ça, c'est le départ de personnes. Le séjour est terminé, puis ils se réunissent à la porte de la grande maison pour se saluer, puis se dire bonjour, puis assez qu'ils faisaient venir tous les employés qu'il y avait là, puis avec nos petits mouchoirs, puis quand les Américains, le truck ou l'autobus partait avec les Américains pour prendre leur auto ou pour l'avion, là, tu sais, on était tous dehors avec un petit drapeau. Ça me faisait penser au parti de hockey qu'on voit de ce temps-là avec le mouchoir. Là. C'était beau à voir. Je pense que ça complète. As-tu Coco Prescott qui. Oui, bien, à un moment donné, c'était. Oui, oui. On avait des personnes attitrées pour chauffer Je ne sais pas son nom, j'ai jamais su. On l'appelle tout Coco. Oui, oui. En quelle année c'est terminé le club des Américains? Ça s'est terminé en 1972. Le parc a été créé en 71, mais avant que la paperasse puis tout, c'est déjà 53 ans. Hein. Fait que, ça vous donne une idée comment on vit vieux, Guide? Quel âge vous avez au club avec tes parents? Ah, j'ai commencé très jeune. Ouais, quelque chose comme ça. Mon père et ma mère étaient cuisiniers pour les guides, puis on suivait. Tu n'as pas travaillé là super longtemps, mais tu as vécu. Ben, j'ai vécu les belles années, là, tu sais. Assez pour en parler, là. Il y en a d'autres qui ont vécu 25-30 ans, mais malheureusement, ils ne sont pas ici pour vous en parler. Probablement qu'il y aurait bien plus d'histoires que moi, tu sais. Surtout des histoires comprenant. Vous partiez du club pour monter jusqu'au Mastigouche, puis anciennement, il s'appelait. Le Plouf, oui, oui. Ah oui, tu partais. Ça a combien de kilomètres, de milles? Ah, une 15-20 kilomètres, certains. Tu sais, nous autres, on mesurait pas ça. Ça prenait 4 heures pour monter, puis c'était ça. Avec un canot sur le dos. Ah, ouais, ça, c'est. Ouais, c'était plus long. Il fallait que tu arrêtes au Petit William. Mais, Vous couchiez-vous à chaque. ben, quand tu prends comme le Plouf, là, c'était trop éloigné, il y avait les canaux là-bas. Le dernier 6-7 000, là, tu le faisais à pied. Et puis, il y avait des canaux qui nous attendaient là-bas. Non, il y aurait une histoire encore de bien longtemps. Sûrement plus qu'une aussi. Oui. C'est pas mal tout pour moi, là. C'est très bien.